Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Organisation du sommet de la francophonie, le budget provisoire est estimé à plus de 8 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a présidé à ce propos une rencontre. Macky Sall a mis l'accent sur la rationalisation des finances. En deux de l'alternance version Macky Sall, la rédaction ouvre une large fenêtre sur les réalisations et perspectives. En 2 ans, le terrain social, économique, culturel et sportif a été balisé. Suite de notre série de reportages sur le Wallo, ce soir, zoom sur la ville de Richard Toll où les activités économiques tournent autour du commerce du sucre, un produit dont la mévente est au centre des débats dans le nord du pays. Nous nous intéresserons également à la culture de la tomate à Rosbecchio et celle de la patate douce à Ban. Et comme tous les mardis, notre rubrique au cœur de nos cultures. Ce soir, Fatou Diouf nous parle des tresses traditionnelles, Yamonokura, Lakar Lahas et autres baram. On se donne rendez-vous en fin d'édition pour ces modèles des années 50. D'abord, les activités du chef de l'État. Le chef de l'État a présidé ce matin une réunion de l'organisation du sommet de la francophonie. La rencontre a essentiellement porté sur le projet de budget consacré à la tenue du 15e sommet prévu à Dakar. Le budget provisoire est estimé à un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a mis l'accent sur la rationalisation des ressources financières. Aboubakry Kane. Cette réunion consacre l'arbitrage du président de la République sur le projet de budget général pour l'organisation du 15e sommet de la francophonie prévu en novembre 2014 à Dakar. Pour les principales prévisions budgétaires des différentes commissions, notamment celles de la logistique, la sécurité, le protocole, la santé, la communication entre autres, le président de la République a mis en avant toute l'efficacité requise mais avec moins de ressources financières. Un arbitrage basé donc sur l'économie des finances. C'est ainsi que des ponctions ont été opérées sur certaines rubriques pour davantage rationaliser les ressources financières. L'arbitrage du chef de l'État n'a pas épargné les projets d'accompagnement et partenariat, les travaux complémentaires, l'aménagement paysager ou encore le fonctionnement de la délégation générale et du comité scientifique. Au cours de la rencontre, les différents sites devant abriter les commissions ont été présentés et les différents aspects liés à une bonne organisation de la conférence passés en revue. Arriver à relever le défi de l'organisation parfaite avec comme maître mot la rationalisation des ressources financières, telle est la principale recommandation du président de la République. À ce jour, les travaux du Centre international de conférence de Diamniadio sont en avance de 2 semaines sur le planning et devraient être finalisés en septembre 2014. L'ONUDI va apporter son soutien à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent pour conduire notre pays à un niveau de développement très élevé. L'organisation onusienne va mettre l'accent sur la création d'emplois pour les jeunes, le développement des énergies renouvelables et le renforcement de la compétitivité. Le directeur général de l'ONUDI a été reçu en audience par le président de la République. Lyon est au micro de Aboubakry Kane. J'ai eu une rencontre très fructueuse et très informative avec le président Macky Sall. C'était un plaisir de le rencontrer. Nous avons discuté des sujets concernant la coopération de l'ONUDI avec le Sénégal. Donc nous avons abordé un certain nombre de domaines d'intervention relatifs à l'agrobusiness, à l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et d'autres aspects de la coopération, des possibilités d'intervention de l'ONUDI. Actuellement, nous sommes en train de développer un nouveau cadre de coopération entre le Sénégal et l'ONUDI. Et étant donné que l'ONUDI
à un nouveau mandat qui consiste, c'est le développement industriel inclusif, durable, et qui s'aligne très bien avec la nouvelle stratégie très visionnaire, le plan Sénégal émergent, qui a été élaboré pour effectivement promouvoir une croissance inclusive, équitable et durable pour le bien-être des populations sénégalaises. Donc l'ONUDI va apporter son appui dans ce sens-là pour l'achèvement des objectifs du plan Sénégal émergent. Qui va effectivement, je pense, conduire le Sénégal à des niveaux de développement très élevés. Je peux dire que nos échanges ont été très fructueux. J'en suis ravi. Nous avons 3 piliers qui doivent accélérer la croissance du Sénégal, notamment tous les aspects qui concernent la transformation structurelle et la croissance, les aspects relatifs au développement du capital humain qui est très important et le développement durable, et les aspects liés à la gouvernance. Nous avons d'autres programmes tels que le développement des clusters qui peuvent renforcer la compétitivité des territoires. Ce sont des aspects importants. Je veux tout simplement ajouter, nous avons évoqué les aspects liés au développement des pôles industriels où l'ONUDI a une très grande expérience et va apporter sa contribution effectivement dans la mise en place, le développement, l'établissement des parcs industriels pour effectivement assurer cet équilibrage du développement industriel au Sénégal. Voilà, je vous le disais en titre, ce 25 mars marque l'an 2 du mandat de Macky Sall. Beaucoup d'actes ont été posés, le social y occupe une large part. La couverture maladie universelle, la bourse sociale et la baisse du loyer sont les points forts de ce volet. Amsatou Sey. 2013 a été l'année du social grâce à la nouvelle impulsion politique donnée par le président Sall. Familles démunies, locataires, enfants, tous ont bénéficié des mesures salutaires. Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales, c'est également organiser la solidarité nationale pour soutenir les plus démunis parmi nous et faciliter à tous l'accès aux soins de santé. Chose faite avec la CMU, couverture maladie universelle. Pour les enfants de 0 à 5 ans, gratuité totale sur l'accès aux urgences, les vaccinations et le traitement de certaines maladies comme le paludisme. Et c'est le 20 septembre 2013 que cette promesse électorale est devenue réalité. Une autre concrétisation qui aura marqué l'an 2 du président Sall, la bourse de sécurité familiale. Dans sa phase pilote, la bourse bénéficiera à 50 000 foyers pour un montant annuel de 100 000 francs par famille. Soit 25 000 francs CFA par trimestre pour les Sénégalais les plus démunis. Très peu, ont dit certains, au vu des besoins des familles. Mais tout de même, un bon début, puisque cette somme pourrait être revue à la hausse. Toujours dans sa lutte contre les inégalités sociales et la promotion de la solidarité nationale, le président Macky Sall a baissé le prix du loyer en janvier. Les Sénégalais ont applaudi des deux mains. Je trouve ça très bien. Je suis très heureux, surtout à l'année de 2014, qu'il diminue le loyer. Beaucoup de gens vont pouvoir respirer. C'est bon pour le Sénégalais. Moins 29% sur les loyers de moins de 150 000, moins 14% sur la deuxième tranche de 150 à 300 000 francs CFA et moins 4% pour les hauts standing. Autant de mesures phares qui ont beaucoup contribué à l'amélioration du quotidien des Sénégalais. Amsatou Sey, baisse de l'impôt sur les revenus, plan Sénégal émergent, assainissement des finances publiques. Voilà quelques réalisations qui ont marqué ces 2 années d'alternance du point de vue économique. Le plan Sénégal émergent qui a reçu l'adhésion des bailleurs et le document cadre qui sous-tend le développement du Sénégal dans les prochaines années. Ndeye Aïdadia. La Casamance, premier pôle de développement, un programme de 20 milliards de nos francs fonctionnel sous peu. Plusieurs autres initiatives sont prises pour accompagner l'entrée en vigueur de l'acte 3 de la décentralisation. Dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, le Sénégal va poursuivre ses efforts de modernisation de ces 2 secteurs. D'abord, sur fonds propres, 42 milliards de francs CFA prévus en plus d'un appui de la Banque mondiale de 43 milliards avec un élargissement à l'agro-industrie, l'irrigation et à la gestion des terres. Et au titre du plan quinquennal
300 forages vont aussi être réalisés. Et puis, 6 nouveaux sites de reproduction dans l'aquaculture avec une prévision de production de 16 000 tonnes. Production qui prend en compte la création de 1000 nouveaux emplois directs dans le secteur. Emploi et jeunesse, un couple pris en charge dans la vision du chef de l'État. La main-d'œuvre sénégalaise peut nourrir l'espoir de monnayer son expertise ailleurs grâce à un accord pour l'emploi des travailleurs sénégalais à l'extérieur que notre pays vient de signer récemment. La jeunesse face à l'équation emploi peut aussi compter sur l'efficacité attendue de la fusion en une seule des 4 agences qui leur étaient dédiées. Le FONSIS, le FONGIP et la Banque nationale de développement vont être opérationnels à 100% dans l'année 2014. Une architecture pour soutenir la politique de l'emploi et accompagner les petites moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Dans l'immédiat, le programme des domaines agricoles communautaires prévoit l'aménagement de 30 000 hectares pour ces jeunes. Le financement de ce projet sera bouclé dans le premier trimestre de l'année nouvelle. Autre résultat escompté en 2014, les économies à réaliser sur les dépenses publiques en matière de téléphone, de logement et de restructuration. Des économies budgétaires estimées à quelques 39 milliards de nos francs. Des efforts qui recoupent la version accélérée de la stratégie nationale de développement économique et social. C'est là le contenu du plan Sénégal émergent qui intègre aussi la vision du programme Yonou Yokouté. L'ambition est dans une période bien déterminée de porter de manière durable à 7% le taux de croissance du Sénégal. Voilà, la paire emploi-jeunesse constitue un axe fort de la politique du président Macky Sall. En 2 ans, le gouvernement a beaucoup investi dans le secteur. Le dernier exemple est le projet Pôle de développement de la Casamance. Vous avez donc suivi le point avec Dahaba. Nous reviendrons sur l'élément de Ndeye Aïda. L'émergence passe par le développement des infrastructures, une donne bien privilégiée par le gouvernement, d'où l'importance que le chef de l'État accorde aux infrastructures et au renouvellement du parc automobile. Aboubakry Kane. Fluidité à Dakar et désenclavement dans les régions, 2 axes principaux de la politique d'infrastructure du chef de l'État. Un réseau d'infrastructures couvrant l'ensemble du territoire devrait servir de rampe de lancement pour un Sénégal émergent. 33 projets majeurs sont ainsi en cours. La route Linguère-Matam sera bientôt terminée, alors que l'autoroute Dakar-Diamniadio sera prolongée sur Mbour et Thiès. Des diligences entamées permettront de l'étendre dans d'autres directions, Thiès-Touba, Thiès-Tivaouane et Mbour-Fatick-Kaolack. Le président de la République a décliné tout un programme de désenclavement sur un objectif de 4000 km. 1200 km de pistes rurales sont en cours dans 12 régions et 1000 autres kilomètres prévus pour 2014. Dans le domaine de la mobilité urbaine, des améliorations sensibles en vue. Ce sera entre autres à travers un renouvellement du parc de Dakar Demdik à hauteur de 750 bus. Le projet de tramway Dakar-Banlieue sera relancé et couplé à un autre projet, celui du train rapide Dakar Aéroport international Blaise Diagne. Au-delà de tous ces efforts, d'autres moyens permettront de décongestionner le trafic routier. Mam Koumba Lamb, un bateau de 200 places, est acquis pour assurer la desserte Dakar-Rufisque. À cela s'ajouteront 2 autres navires, Agen et Jambon, destinés à la liaison Dakar-Ziguinchor, seront livrés en juillet prochain. Je vous le disais, baisse de l'impôt sur les revenus, plan Sénégal émergent, assainissement des finances publiques. Voilà quelques réalisations qui ont marqué ces 2 années d'alternance du point de vue économique. Le plan Sénégal émergent qui a reçu l'adhésion des bailleurs et le document cadre qui sous-tend le développement du Sénégal dans les prochaines années. Ndeye Aïda. Le fait marquant de ces 2 années d'alternance dans le domaine économique est sans conteste le lancement du plan Sénégal émergent,
Une synthèse de la stratégie nationale de croissance accélérée du Yoonu Yokkute, programme de campagne du président Sall en 2012, et de la stratégie de développement économique et social. Un document stratégique qui a reçu l'adhésion des bailleurs chinois et du groupe consultatif de Paris. Près de 6 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour financer 27 projets contenus dans ce PSE. Certains projets devraient démarrer dans les prochains mois. L'objectif est la mise en place de mécanismes destinés à créer des emplois. 500 000 plus exactement, promis par le chef de l'État dans son discours à la nation. Les instruments de cette création massive d'emplois sont le fonds JIP, la BNDE et le fonds 6, qui ont démarré effectivement leurs activités. Il y a des projets qui sont marchands financés par l'État, projets marchands financés par les PPP et les privés purs, mais il y a également des projets non marchands. Toutes ces 4 catégories de projets, il y a des emplois directs et indirects qui vont découler de l'exécution efficace de ces projets. Mais déjà 15 000 emplois ont été créés dans la fonction publique. Si ce chiffre est encore faible comparé aux ambitions des autorités étatiques, il reste que le plan Sénégal émergent devrait aider à la restructuration des entreprises sénégalaises en difficulté pour la plupart. Tous ces grands projets du PSE, ces projets phares, vont donner du travail à toutes ces PME. Donc toutes ces PME ne vont pas fermer, elles vont voir leur chiffre d'affaires augmenter, mais il faut que ces PME aussi soient préparées pour pouvoir offrir ce service dans le cadre de ces grands projets du plan Sénégal émergent, surtout les projets phares. En somme, ce document stratégique a pour ambition de booster la croissance économique et d'améliorer le niveau de vie des Sénégalais, mais d'ores et déjà, dans les réalisations, on peut citer la baisse de l'impôt sur les revenus, dont l'impact sur le pouvoir d'achat des travailleurs n'est plus à démontrer. En même temps, des mesures sont prises pour faire respecter la baisse sur les denrées de première nécessité. Aussi, les nouvelles autorités ont pu réussir durant ces 2 années à assainir les finances publiques, un impératif pour attirer les investisseurs. La bonne gouvernance et la transparence ont occupé une bonne place dans l'action politique de Macky Sall durant ces 2 dernières années. Le gouvernement a posé plusieurs actes allant dans le sens de renforcer les institutions, de la loi sur la déclaration de patrimoine à celle relative à l'attribution de la nationalité en passant par la loi instituant l'OFNAC, le tout pour une gouvernance en toute transparence. Maïmouna Sy. Je serai le président de tous les Sénégalais. Dès son élection à la tête du Sénégal, Macky Sall s'est approprié le concept de gouvernance sobre et vertueuse. Sobriété, rigueur et transparence sont les maîtres mots pour mener l'action politique. Pour preuve, l'adoption récente par l'Assemblée nationale de la loi sur la déclaration de patrimoine. C'est le ministre en charge de la bonne gouvernance qui monte au créneau pour défendre le projet de loi devant les députés qui l'ont voté à l'unanimité. Un acte fort qui s'inscrit dans la logique de transparence prônée par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, structure chargée de recueillir et de vérifier les déclarations de patrimoine. Sa principale mission est de lutter contre la fraude et la corruption de manière plus ardue. La nouvelle autorité administrative indépendante sera légalisée par les parlementaires sénégalais au mois de juin, avant la promulgation de la loi en septembre 2013 par le chef de l'État. L'OFNAC va ainsi se doter de plus de pouvoirs d'autosaisine dans la lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion. Un homme de principe, Macky Sall promet de rendre compte de son bilan et en demande autant à ses collaborateurs à la fin de son mandat. Un impératif de transparence dans la gestion des deniers publics et des affaires de la cité de manière générale. Cette aspiration à la rupture s'étend jusqu'aux collectivités locales avec l'acte 3 de la décentralisation, une réforme majeure pour certains car elle devrait assurer une gouvernance au niveau local et surtout une bonne territorialisation des politiques publiques. En d'autres termes, une administration plus proche de ses administrés au service des citoyens en toute transparence. La transparence dans tous les secteurs, notamment dans l'économie et l'industrie. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives voit le jour avec l'adhésion du Sénégal à l'organisme mondial en octobre 2013. Dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, les autorités sénégalaises descendent sur le terrain en effectuant une visite dans le sud-est du pays
Un engagement affiché qui rassure les populations de ces zones aux ressources naturelles considérables. Naturellement et par respect aux droits humains, le gouvernement de Macky Sall a aussi satisfait une vieille doléance des organisations féminines. La femme sénégalaise peut désormais donner la nationalité à son mari et à ses enfants nés d'un père étranger. Une bataille gagnée en attendant, celle de l'émergence, pas loin, avec notamment le plan Sénégal émergent qui a reçu le satisfecit des partenaires et bailleurs au groupe consultatif de Paris. Maïmounassi, intense activité diplomatique, le leadership du président Macky Sall en Afrique a permis à notre pays de se positionner sur la carte diplomatique du monde et d'enregistrer des retombées économiques. À ce propos, la promotion des investissements étrangers est devenue le socle de la diplomatie sénégalaise sous l'ère Macky Sall. Pape Biram Biguendiaye. Entre diplomatie de prestige et retombées économiques, la politique étrangère du président de la République épouse un triptyque qui restaure l'esprit d'un craton diplomatique devenu véritable force économique. En 2 ans, les résultats d'une diplomatie de bon voisinage, de souveraineté et d'une diplomatie économique sont visibles. 3 axes majeurs qui font la notoriété internationale d'un Sénégal porté par une stabilité politique et une démocratie exemplaire en Afrique. Sur le continent, le président Sall a su mettre en place une bande frontalière, ceinture de sécurité pour garantir à notre pays une quiétude absolue face à la menace terroriste dont la sous-région. D'où l'envoi de soldats sénégalais au Mali pour contrer l'avancée des djihadistes. Dans les hautes sphères de la diplomatie africaine, le leadership du chef de l'État a été déterminant. Président du NEPAD, il porte l'espoir d'un continent à travers un chantier qui lui est confié par ses pairs chefs d'État. Les grands projets d'Afrique, dont la dimension infrastructure. Une mission qui l'amène à porter le plaidoyer auprès des grandes puissances du monde. À Londres au G8, au G20 en Russie, au sommet des BRICS en Afrique du Sud et au Parlement européen à Strasbourg, entre autres. Partout, la voix de l'Afrique a été portée par le président Sall à la recherche de financement pour les infrastructures du continent. Il est aussi choisi pour piloter le chantier paix et sécurité et la supervision des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Cette intense activité diplomatique rejoint la vision d'un chef d'État qui met l'accent sur le partenariat économique, d'abord Sud-Sud et puis ensuite avec les grandes puissances de ce monde. Barack Obama à Dakar, parfaite illustration d'un succès diplomatique sous l'ère Macky Sall. Sa visite à Dakar a drainé dans son sillage la confiance dans le milieu des affaires. La promotion des investissements étrangers est le socle d'une nouvelle vision diplomatique. Entre visites d'État et sommets mondiaux, les retombées économiques issues des déplacements du président de la République ont connu des succès retentissants. En Chine, le chef de l'État décroche plusieurs accords de financement, notamment dans le domaine des infrastructures. Une prouesse diplomatique symptomatique des résultats et points positifs enregistrés tout au long des 2 années d'exercice du pouvoir. Bref, sous le magistère du président Macky Sall, le Sénégal est devenu une véritable plateforme diplomatique qui a fini de séduire investisseurs et grands hommes d'État des puissances économiques de la planète. Plan Sénégal émergent, projet pôle de développement de la Casamance, acte 3 de la décentralisation. C'est sur ces chantiers que le chef de l'État a bouclé 2 années de pouvoir, ce 25 mars 2014. L'Alliance pour la République souffle 2 bougies, nous l'avons dit, à l'avenue Léopold Sédar Senghor, la deuxième alternance entre attentes des populations et politique de rupture à forte dose sociale. C'est un commentaire signé Ousmane Garifaye. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. 25 mars 2012, 25 mars 2014, 2 ans que Macky Sall est à la tête de l'État. Si la première année de mandature était placée sous le signe de la relance économique, redressement des indicateurs, assainissement du climat des affaires sur fond de bonne gouvernance, la deuxième, elle, reste marquée par une volonté affichée d'aller vers la réalisation des promesses issues de la feuille de route de 2012. Une année qui consacre un début d'exécution des chantiers, une nouvelle impulsion à forte teneur sociale, couverture maladie universelle, bourse sociale, gratuité des soins pour enfants de moins de 5 ans, le tout couronné il y a guère longtemps par la baisse du coût du loyer pour les salaires moyens. Mais en dépit de ces efforts, la demande sociale se signale
toujours, partout et chaque jour, car dans le pays réel, ils sont encore des millions, ces Sénégalais tenaillés par un pouvoir d'achat quasi nul, voire inexistant, où l'accès à l'eau ou aux soins de santé reste problématique. Des signaux d'espoir tout de même avec le PSE, ainsi la troisième s'ouvre avec une volonté affichée des bailleurs d'accompagner et traduire en actes concrets ce nouveau chantier. Le PSE, dans sa configuration et par les axes qu'il vise, dresse à coup sûr les contours du Sénégal de demain, où la croissance sera de rigueur. Le chef de l'État le sait, l'urgence est trop grande. Si l'un d'eux se voulait accélérateur de la cadence, ce troisième chapitre qui s'ouvre se devra de mettre le turbo avec le PSE. Paix en Casamance, croissance à 2 chiffres, entrée en vigueur de l'acte 3 de la décentralisation, renforcement des capacités du secteur sanitaire, renflouement du panier de la ménagère. Mais en attendant, il faudra bien résoudre l'équation des locales. En 2 ans d'exercice, l'Alliance pour la République et ses alliés se sont confrontés à la réalité du pouvoir, comme quoi la 3e année de mandature consacre l'heure de vérité pour le chef de l'État. En 2 ans de présidence, Macky Sall a posé une série d'actions concrètes en direction du monde culturel sénégalais. Il faut dire que les artistes du pays l'ont bien mérité avec une quantité impressionnante de prix prestigieux remportés à l'international. De grandes avancées donc ont été réalisées sur plusieurs points, même si le chantier culturel du 4e président de la République reste encore immense au Mindour. Avec très peu de soutien de l'État, les artistes sénégalais ont pu faire briller sur les plus grandes scènes du monde les couleurs de leur pays. Conscient qu'avec un tant soit peu d'assistance, il pourrait faire plus, le président Macky Sall a décidé d'agir. Ainsi, aux cinéastes qui ont glané une multitude de prix à l'international, dont le premier étalon d'or de Yenenga du Sénégal, Macky Sall a alloué pour 2014 un fonds d'1 milliard de francs CFA destiné à l'aide à la production. Il est déjà opérationnel. Du côté du livre et de la lecture, 350 millions sont alloués au fonds d'aide à l'édition, avec une bonne part réservée aux ouvrages en langue nationale. Le projet du mémorial de Gorée, qui dormait depuis 20 ans dans les tiroirs, a enfin trouvé son financement. La Swiss Investbank va mettre près de 9 milliards de francs CFA sur la table. Macky Sall décroche en septembre 2012 à Kinshasa l'organisation du 15e sommet de la francophonie. Il aura lieu à Dakar en novembre 2014. Le centre de conférence qui accueillera les travaux sera à Diamniadio. Ceux qui y mettront les pieds seront accueillis par une monumentale œuvre du sculpteur Ousmane Sow. Ainsi en a décidé l'État du Sénégal. Bel hommage à celui qui a longtemps été prophète ailleurs que chez lui et qui a fait entrer en 2013 le Sénégal, l'Afrique et le monde noir à l'Académie des Beaux-Arts de France. Le musée dynamique qu'occupe actuellement la Cour suprême sera restitué aux artistes. Un musée d'art contemporain sera aussi construit et le musée des civilisations, projet de son prédécesseur Abdoulaye Wade, est en train de sortir de terre grâce à la coopération chinoise. Reste aujourd'hui à ressusciter le commissariat aux expositions internationales. Bref, en 2 ans, Macky Sall a fait de la relance du secteur culturel une priorité et dans un domaine sinistré par des décennies de plans d'ajustement structurel, tout est priorité. Un grand pas a cependant déjà été franchi en 2013 avec la mise sur pied de la société de gestion collective qui remplace le Bureau sénégalais du droit d'auteur. Mais la question du statut de l'artiste reste à être réglée. Sa résolution permettra à Macky Sall de marquer d'autres bons points chez les artistes qui pourront ainsi éviter de finir leur vie dans l'indigence. Il fonde un grand espoir là-dessus. Espoir, Yakar en Wolof, le slogan sur lequel a été élu Macky Sall un certain soir de mars 2012, 2 ans déjà. Au plan sportif, les initiatives pour mettre nos athlètes dans des conditions de performance n'ont pas manqué depuis l'arrivée du nouveau régime. Des efforts financiers énormes consentis et une recherche constante de financement pour des infrastructures de qualité. Dahaba. L'équation à 2 ans est connue de l'arène nationale sur les pistes de sa résolution. Dans les bagages du chef de l'État de retour d'une visite officielle en Chine, quelques 24 milliards de nos francs. La question du financement résolue, reste à trouver le consensus sur le site où va être implantée l'arène nationale. Les investissements en infrastructures ont connu cette année une hausse. Ils sont estimés à plus de 5 milliards de nos francs dans le budget de l'État. Cette même logique a été reconduite dans l'arbitrage des compétitions internationales. L'enveloppe est passée à 1 milliard, soit 100 millions de nos francs de plus que l'exercice précédent.
La mobilisation financière et morale de l'État autour des sportifs va se poursuivre. Le prochain conseil présidentiel va être un moment fort, mais aussi une occasion pour les autorités d'imprimer le rythme qu'il faut au sport. Dahaba, bilan positif en 24 mois, c'est l'annonce du Premier ministre Aminata Touré. Elle est l'invitée de la rédaction en cette célébration de la deuxième année de l'alternance de 2012. Face à Omar Nying et Cheikh Diop de Radio Sénégal, le Premier ministre donc a rappelé la baisse du loyer et des denrées de première nécessité. Nous l'écoutons. Nous avions trouvé une situation assez difficile et si je considère ce qui a pu être fait en 24 mois, je trouve que le bilan est largement satisfaisant. Alors vous avez commencé par une question, est-ce que les politiques répondent aux aspirations de 65% des Sénégalais qui ont voté pour le président de la République, mais également, je dirais même 100% des Sénégalais, puisqu'il est devenu le président de l'ensemble des Sénégalais. Ouais. Je pense que le bilan est très positif, je dirais. Je vais peut-être marcher à reculons, puisque je voudrais rappeler la dernière mesure qui a été prise à la fin de l'année, qui est de portée générale, c'est la baisse des loyers. Une baisse dont on a parlé depuis plusieurs années avec plusieurs commissions et Monsieur le Président de la République le 31 décembre dans son discours à la Nation a annoncé cette baisse qui s'est matérialisée par une loi. L'Assemblée nationale a voté la loi qui s'est traduite par une baisse de entre 29% à 4%, 29% pour les loyers allant jusqu'à 150 000, 14% pour ceux jusqu'à 500 000 et 4% pour les autres. C'est une portée, c'est une mesure extrêmement importante qui va renforcer le pouvoir d'achat des populations, notamment les populations les plus vulnérables. Et ça, c'est disons la dernière décision qui a été prise, puisque dès que Monsieur le Président de la République a été installé, la première décision qu'il a prise était relative à la baisse des denrées de première nécessité. Ça, il faut qu'on se le rappelle. Une baisse du riz, une baisse de l'huile, une baisse du sucre. Et tout au long de ces 24 mois, il y a eu des efforts pour soutenir ce pouvoir d'achat. Voilà, Madame le Premier ministre Aminata Touré était dans nos locaux ce matin. Elle faisait face à Omar Nying et Cheikh Diop de Radio Sénégal. L'intégralité de cette interview après cette édition. Autre aspect de l'actualité nationale, lancement du plan national de sécurité routière du Sénégal. Il s'agit de réduire de 35% le nombre de morts et de blessés graves dans les accidents de la route. Le coup d'envoi de la campagne de vulgarisation a été donné au cours d'un atelier. Abdul Aziz Ban. Face à la recrudescence des accidents de la route, le gouvernement du Sénégal a élaboré le plan national de sécurité routière. Un atelier a réuni tous les acteurs concernés pour le lancement de la campagne de vulgarisation du plan national de sécurité routière du Sénégal. Les accidents de la circulation constituent un problème pluridisciplinaire et multisectoriel. Dès lors, tout combat contre ce fléau nécessite une synergie des actions de tous les secteurs concernés pour atteindre l'efficacité recherchée. Ainsi, la mise en œuvre des actions prioritaires du plan national de sécurité routière permettra d'atteindre l'objectif de réduction de la gravité des accidents de 35% d'ici 10 ans. Le Sénégal s'est engagé dans la décennie mondiale d'action pour la sécurité routière 2011-2020. La vulgarisation de ce plan doit être un combat pour tous. Une fois que les différents usagers vont s'approprier ce plan, je pense que sa mise en œuvre, qui a déjà débuté avec l'édition du Code de la route en langue nationale, avec la mise en place d'actions prioritaires qui vont démarrer très prochainement, je pense que tout le monde devra y adhérer et ça ne passera que si le plan est approprié, tout le monde s'approprie le plan. Nous sommes tous responsables. Et chacun, en ce qui le concerne, à l'endroit où il se trouve, doit penser à toutes celles et ceux qui ont été victimes d'accidents de la route et qui vivent quotidiennement avec une incapacité qui aurait pu être évitée. Un exposé de l'objectif général et les 9 objectifs spécifiques a permis aux participants de l'atelier de connaître les termes de référence du plan qui couvrent chaque volet abordé par l'étude de la sécurité routière. Le Sénégal lance mercredi officiellement la quinzaine nationale de la francophonie. L'édition 2014 revêt un cachet particulier. Le groupe des Amis de la francophonie, pour rester dans l'actualité du sommet de Dakar, mise sur la jeunesse avec un plateau d'activités alliant
culture, sport et débat. Le programme a été dévoilé lors d'un point de presse compte rendu signé d'Ahaba. Le Sénégal a certes marqué la célébration de la Journée internationale de la francophonie, mais pour rester fidèle à la tradition, notre pays va lancer officiellement sa quinzaine ce mercredi. L'idée est là, dans une quinzaine qui peut commencer à n'importe quelle date, mais que ce soit au moins aux environs de la Journée de la francophonie qui est chaque année organisée ici le 20 mars. Donc il faut que ce soit ou avant ou bien juste après, mais dans le même mois. Avec tout ce que nous organisons autour de cette quinzaine-là, nous voulons que les jeunes vraiment puissent cette fois-ci parler. Tout comme cela sera fait aussi peu avant le sommet, parce qu'il y aura un pré-sommet qui sera organisé pour les jeunes. Justement, la cible jeunesse va avoir une part belle dans cette édition 2014 avec une conférence qui leur est dédiée. La francophonie a un potentiel extraordinaire en matière de jeunesse, mais que c'est un potentiel qui doit être préservé, cultivé. L'idée, c'était justement de l'inviter et d'avoir avec lui un dialogue sur ce qu'il pourrait faire les droits ou les cadres juridiques des manifestations de ces générations qui aujourd'hui sont peut-être des générations marginales. Au plan sportif, la traditionnelle randonnée de cette année va être consacrée à la sensibilisation et la mobilisation autour du sommet de Dakar, le 15e pour les chefs d'État francophones. Deuxième jet de notre série de reportages sur la vallée du fleuve Sénégal. Parlons d'abord de Richard Toll, une ville entre tradition et modernité. C'est à la suite d'un traité agricole signé entre les colons et les rois du Waalo que les Français sont arrivés dans la ville il y a près de 200 ans. Richard Toll va décoller avec la CSS qui en a fait une ville moderne et une cité ouvrière, Cheikh Traoré. L'histoire de Richard Toll est étroitement liée à l'eau et à la terre, deux ressources très abondantes dans le Waalo. Les historiens révèlent même que c'est un traité agricole signé il y a près de 200 ans qui est à la base de la création de la ville. Il y avait eu le colonel Schmalz, gouverneur français, qui a signé avec le braque Amar Fatim Borso, le Djaoudine Madjokhor Aram Bakar, le Djogeng Maï Ndiak Aram Kelar Diaw, le Malo Ndiak Danko et le Beknek Ndourbel Berem Kouré Diagne et le Békou Sakouré Diop. Voilà les 6 chefs du Waalo qui ont signé un traité le 8 mai 1819 pour permettre aux Français de s'installer aux confins de la rivière Tawaï et du fleuve Sénégal et y faire à l'actuel des essais agricoles. Quand le baron Roger s'est installé Richard Toll, il était avec un jardinier qui s'appelait Claude Richard. Donc c'est Claude Richard qui a fait le jardin entre Ndiangue et Khouma et il y avait des champs de henné. Alors donc c'est ce Claude Richard qui a donné son nom à la ville, Toll Richard. Avec le boom de l'agriculture, Richard Toll se développe rapidement entre tradition et modernité. La création de la CSS au début des années 70 va accélérer ce développement. La capitale de plusieurs rois du Waalo devient une ville ouvrière, une cité sucrière. Richard Toll était un hameau de 4 000 habitants. Richard Toll est une ville maintenant de 100 000 habitants. La compagnie sucrière sénégalaise est le premier employeur de la ville de Richard Toll, plus de 6 000 travailleurs. Donc la compagnie sucrière sénégalaise a complètement changé la ville. Les quartiers de Kiabar, de Khouma 5, de Ndiaoudé et consorts n'existent qu'à cause de la compagnie sucrière sénégalaise. Et nous, les Waalo, originaires ici, la compagnie sucrière sénégalaise a fait de telle sorte qu'on s'est frotté à d'autres peuples, d'autres cultures, et ça nous a enrichis et ça nous a ouvert aussi. Richard Toll est aujourd'hui une ville cosmopolite avec plusieurs ethnies et nationalités. L'activité économique est en plein essor avec l'implantation de nombreuses entreprises dans les secteurs agricoles et bancaires. Il n'y a pas seulement la CSS, parce qu'aujourd'hui à Richard Toll, il y a pas mal d'entreprises qui s'installent. Donc je ne vais pas faire la publicité, mais je pense qu'en matière de recrutement, par rapport à d'autres villes du Sénégal, Richard Toll ne se fait pas. Quelqu'un peut-être qui a ses diplômes et qui peut trouver un peu de financement, il peut s'installer, faire de l'agriculture. Il y a des opportunités quand même à Richard Toll, des opportunités. Mais cette vitalité économique cache de nombreux problèmes. Les infrastructures ne suivent pas le développement démographique et économique. La question de l'emploi des jeunes se pose dans la ville. Hormis ceux qui ont la chance de travailler pour la CSS et les entreprises, de nombreux jeunes se tournent les pouces. Les mototaxis ou Jakarta sont alors la seule bouée de sauvetage avec tous les tracas qui vont avec. Malgré ces difficultés, l'espoir est permis dans cette partie du Waalo. Toutes les conditions sont réunies pour que Richard Toll se développe davantage pour devenir une ville très attirante.
Chaque année, c'est plus de 200 000 tonnes de sucre qui sont consommées au Sénégal. La CSS en produit les 140 000 tonnes. Le gap partagé entre les acteurs du secteur est acquis par le biais de l'importation. Depuis la grande mévente de 2008, l'État intervient entre la CSS et le secteur privé. Amadou Aramtiam. Nous sommes certes loin de la grande mévente du sucre au Sénégal, mais le phénomène pour autant n'est pas exorcisé. À la compagnie sucrière sénégalaise, seule détentrice du monopole sur ce produit, même si la situation est maîtrisée, les stocks sont souvent en souffrance dans les magasins. C'est le cas lors de notre passage il y a quelques jours. On a démarré avec une mévente très forte. On a fait 3 mois sans vendre du sucre. Donc on commence à peine à vendre du sucre. Mais on a un retard de 2 mois et demi de stockage qu'on ne vendait pas. On produisait et on produit très bien. Cette année, on connaît vraiment des records de production. Parce que le sucre est une denrée de haute importance pour les consommateurs, l'État est toujours intervenu pour réguler sa commercialisation en protégeant sa production nationale. Pour cela, la CSS a proposé des mesures. Il faudrait, pendant que nous produisons, c'est-à-dire pendant que nous sommes en campagne et que nous sortons du sucre, il ne faut pas qu'un seul gramme de sucre puisse entrer au Sénégal. Parce que quand nous sommes en production, nous produisons à suffisance pour la consommation des Sénégalais. Maintenant, l'importation ne devrait être possible que sur 3 ou 4 mois, pendant lesquels nous sommes en révision, nous sommes en intercampagne. Entre autres mesures, durant cette période, les autorisations d'importation doivent faire l'objet d'une entente, de même qu'elles doivent être limitées dans le temps. Une batterie de propositions qui n'aggrée pas les importateurs. Ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, c'est que la CSS produise et importe en même temps. Ce que nous avons dit, c'est qu'elle nous laisse importer le gap qu'elle ne peut pas produire. Et le jour où elle pourra produire la quantité nécessaire pour la consommation nationale, alors nous arrêterons l'importation. Conscients des conséquences de la fraude sur l'économie, les petits revendeurs sont pour un accompagnement plus soutenu. Nous aurions souhaité que la compagnie sucrière sénégalaise nous vende le sucre à un prix abordable. Ces autorités avaient même promis de nous installer des cantines. Nous sommes conscientes des méfaits de la fraude et de la contrebande et nous ne voulons pas que la compagnie sucrière sénégalaise tombe en faillite. C'est elle qui recrute nos enfants, nos frères et nos maris. Le nord du Sénégal, favorable à l'agriculture, est connu pour son rôle dans la production du sucre. Avec 10 000 hectares cultivés, aujourd'hui, la compagnie sucrière sénégalaise compte atteindre les 115 000 hectares nécessaires pour réaliser les 150 000 tonnes en 2017. Un rendement qui aiguisera sûrement des appétits. Du sucre, nous passons à la tomate. Longtemps pratiquée dans le bas delta du fleuve Sénégal, la culture de la tomate avait connu une certaine léthargie à cause de la concurrence de la tomate importée. Aujourd'hui, cette période est révolue. Un tour dans la localité de Ross Béthio permet de le dire. En effet, depuis l'année dernière, les superficies consacrées à cette activité agricole ont augmenté, une aubaine pour les producteurs locaux qui commencent à sortir la tête de l'eau. Eric Nimati. Depuis quelques jours, c'est la même activité sur ce champ de tomates. Du matin au soir, Mombaï Diop et ses ouvriers parcourent ce vaste domaine pour récolter les tomates mûres, pour les convoyer ensuite chez lui à bord de ce véhicule. Je viens d'avoir 3 mois, 4 jours. J'ai commencé à évacuer la production au niveau de l'industriel. Et qu'il me reste au moins 3 ou 4 autres récoltes. De cette parcelle-là qu'on est en train de voir, on a commencé à récolter. À Tilène, un village situé tout près de Rosso Béthio, la culture de tomates est l'une des principales activités du village. En plus de cette exploitation du président de l'Union des producteurs locaux, plusieurs autres exploitations de ce type foisonnent dans le département de Dagana. Nous couvrons au moins 15 000 producteurs, 300 GIE ou sections villageoises ou unions qui sont
au niveau du comité tomate. On est à presque à près de 1700 hectares qui ont été emblavés au niveau de la délégation de Dagana. Quand vous entendez délégation de Dagana, dans le département de Saint-Louis et de Dagana. Pour la tomate actuellement. De même avec la reprise des activités de l'usine de Socas et l'arrivée sur le marché national de nouvelles unités de fabrication de tomates concentrées, l'écoulement des productions de la tomate industrielle dans la vallée s'est beaucoup amélioré. L'année dernière, vraiment, les industriels étaient en train de bousculer sur les champs pour vraiment récupérer toute la tomate qui était produite. Et on a vu que ça a réglé beaucoup de problèmes parce qu'on est limité sur 30 tonnes à l'hectare et on pourrait faire 60 à 50 tonnes, même des pointes de 70 tonnes. La culture de tomates industrielles se porte donc très bien dans cette partie du pays. L'autre défi à relever par les producteurs de cette spéculation reste à présent celui de la lutte contre les oiseaux migrateurs. Ces animaux font de plus en plus de dégâts sur les exploitations agricoles de la vallée du fleuve Sénégal. La filière tomate douce se porte également bien dans le Waalo avec des rendements satisfaisants de 30 à 40 tonnes à l'hectare. La spéculation est à promouvoir dans la région et même au-delà. Pour cela, il faut d'abord surmonter certains obstacles. Maman Moussagnan. Sous l'arbre à palabres, les producteurs de patates douces sont en conclave. Cet après-midi, ils sont regroupés autour du chef de village pour discuter de l'avenir de la filière dans la localité. Avant, on cultivait plusieurs hectares. Maintenant, ce n'est plus le cas à cause de la réduction des terres cultivables et des rendements aussi. Actuellement, on ne fait qu'exploiter de petits lopins de terre. La production de patates douces a connu un très fort développement au Sénégal, en particulier dans la zone du lac de Guiers où elle représente 60% des terres cultivées sur plus de 1250 hectares. De bonnes performances sont réalisées dans les rendements qui sont passés de 30 à 40 tonnes par hectare avec une densité de plantation de 80 000 plants à l'hectare. Mais malgré ses nombreuses potentialités, la patate douce peine à se positionner sur les plans national et international. De nombreux mots gangrènent en effet la filière. L'enclavement est le premier handicap. Il y a aussi l'état de la route qui est très déplorable, surtout en saison de pluie. Les véhicules peinent à rallier les zones de production et la patate risque de pourrir entre nos mains. L'état de route, ça pose problème aussi. Parce que pour le problème d'écoulement, ça pose d'énormes problèmes. D'énormes problèmes parce que l'état de route n'est pas tout. Le projet FNRA a ouvert d'importantes perspectives de développement pour la filière. La SAED et d'autres organismes encouragent le consommer local pour favoriser la sécurité alimentaire, le tout pour mieux vendre la patate douce. Voilà, la série de sujets sur le Waalo se poursuivra dans notre édition de demain. Rosso, ville de diversité culturelle. Niagar, une zone de plein emploi. Les fermes Anida et Warf, la culture de l'oignon à Rosso, à Rosbetio plus exactement. Ce sera donc au menu de notre édition de demain, 20h. Diamonokura, Lahas, Baram, Dordadje. Vous vous rappelez certainement de ces modèles de tresse des années 50. Bien sûr, vous qui avez vécu cette époque, pour la jeune génération, ce sera un moment de découverte et d'apprentissage. De nos jours, beaucoup de ces coiffures sont en voie de disparition. La rubrique Au cœur de nos cultures vous plonge ce soir dans cette époque. Fatou Diouf. De belles femmes à la beauté naturelle, avec des coiffures qui renseignent sur l'époque. Nous sommes vers les années 1940, voire 1950, l'époque de Mamkhadi, une nostalgique des tresses d'antan. Diamonokura, Doufel, Dordadje, Nyar, des modèles de tresses en vogue en ces temps-là. ay ñaar fii ñaar ak benn fii ñu daje géwél bi létt la nga jóg toog ñu indi kaaja yi indi tereefal yi tappal la nag sa bopp ba mu xonq ci ñaar yoos ko am karaw létt sa karaw dañ joxoon puuca de dañu amoon i karaw suñu njaay di ñu diw ndax alxames diwal suñu bopp yi ba mu niin
Les femmes y fixaient des perles précieuses, des louis d'or, appelés libidor par les femmes wolof, des bouquets de lanières de cuir aux couleurs vives, bref, toutes sortes d'accessoires pour embellir la coiffure. À chaque classe d'âge, sa coiffure. L'adolescente, elle, faisait le sokolo ou afro. Le garçon achevé, la fille se tressait un baram ou tibou, portait sa première perle et les prétendants au mariage pouvaient se signaler. ñun loolu mooy suñu cosaan ñu defal la ay mëg yu dijj lay doon ba nga am karaw boo demee nag ba commencé nekk nag jànk nag yaa ngi ba commencé kii bëgg a xew ñu commencé nag di la defaral ay baram. sa yaay day woo baramkat bi indi ay bantam ay banta lañ koy def ka toog di léttu ñu wër la sa géwél toog di la woy di la tagg géwél bi toog jël banta yi di nga def ci sa bopp ba sa bopp fees del mooy baram. bu ñu ko ci defee nga yendoog moom fanaanoog moom bu bët set ñu door a rocc ci bant yi nga gis ka bopp bi ni muy jekke ak ni muy rafete waaye yooyu yëpp amatul léegi. Chez les Peuls, une ethnie bien ancrée dans ses traditions, la mariée Peul se coiffe en jubbu jombajo. ci galaaj bi la bokk ñu defaral la téere yi nga def ko ci baat bi bu ko defee yow boo nekkee ci nekk bët bu bon du la mënal dara. La séance de coiffure est rythmée de chants et d'éloges, un moment sacré et plein d'émotions. ki lay létt bu toogee sa néegu yaay ci digg néeg bi tàllal tànkam nga tëdd ci tànkam mu lay létt sa morom yaay dañuy ñëw taxaw foofu ñu lay woyal di la tàccul di la sant di la gërëm bu dee xale bu baax nga nekkoon caayo ndelo leel caayo ndela min mi amanta boobu bondo caayo ndela. Béret de Mar Diop, Kaddu Lamine, Pont Faidherbe, des modèles symboliques. Les femmes témoignaient ainsi leur sentiment d'appartenance ou d'adhésion à une personne ou à une cause. Voilà, quelques problèmes techniques, nous nous en excusons. Une note triste pour boucler cette édition. Le journaliste Moussa Paye s'est éteint ce lundi à Dakar des suites d'une courte maladie. La levée du corps a eu lieu ce mardi à la mosquée de Yoff Layène en présence de parents, confrères et autorités religieuses. Cet ancien fonctionnaire du ministère de la Communication s'en est allé à jamais. Omar Baldé. De la tristesse, de l'émoi à la levée du corps de Moussa Paye, ce journaliste de la 6e promotion du CESTI n'est plus. Ce militant de la gauche était un professionnel aguerri. Ses parents, ses camarades et ses confrères sont venus nombreux lui rendre un dernier hommage. C'était un homme ouvert au dialogue, qui aimait discuter, qui aimait même faire la dialectique. Je le taquinais souvent en disant que c'était le philosophe, le journaliste philosophe avant la lettre. Et je pense qu'il incarnait bien cet esprit de dialogue, d'ouverture. Il acceptait la contradiction. Décédé à l'âge de 63 ans, Moussa Paye a laissé derrière lui une presse orpheline. Le disparu est décrit comme une personne rigoureuse dans le travail et fervent défenseur de la liberté. C'était un journaliste extrêmement cultivé qui connaissait tous les mouvements révolutionnaires du monde. Parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les révolutions, très engagé à gauche, à côté des peuples, des mouvements de libération nationale. Il y a seulement quelques jours, Moussa Paye était dans mon bureau et c'était pour discuter un peu de l'amicale des anciens du CC. Ce que je retiens de l'homme, c'est d'abord sa vaste culture et son indépendance d'esprit. Moussa Paye, c'était une vaste culture, mais aussi beaucoup d'humilité. C'est à peine s'il parlait. Un homme calme, avec des mots à propos, quand il s'agissait bien sûr de déclamer un discours. Donc c'est une perte
énorme pour la profession. C'est une foule immense qui a accompagné ce retraité de la fonction publique à sa dernière demeure. Moussa Paye repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Voilà, que la terre de Yoff lui soit légère. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Vous retrouverez dans un instant l'intégralité de l'interview que le Premier ministre Aminata Touré a accordée à la rédaction. Elle a été interrogée par Omar Ning et Cheikh Diop de Radio Sénégal. Merci de votre fidélité et de votre attention.